On parle beaucoup des flammes jumelles comme d'un amour ultime, deux âmes séparées et qui se retrouvent enfin. Aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler sous un autre angle, depuis un regard plus trauma-informed, qui est beaucoup moins magique, qui est beaucoup plus physiologique. Et petit spoiler alerte, comme on dit, pour moi, en fait, les flammes jumelles, c'est souvent deux traumas qui s'aimantent et qui s'attirent. Alors, juste petit détour sur le trauma. C'est quoi un trauma? Je me base sur la définition de Gabor Maté. Donc, c'est pas seulement l'événement en soi, c'est plutôt l'impact que cet événement a laissé en toi. Donc, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Pour l'une, ça va être anodin. Pour l'autre, ça va être ressenti par le système nerveux comme étant extrêmement insécurisant. Donc, c'est ces deux insécurités qui, pour moi, à travers les flammes jumelles, se rencontrent et se réunissent. Dans le mythe populaire ou dans cette croyance, peu importe comment on définit les flammes jumelles, donc ce serait une âme qui arrive, qui avant de s'incarner, serait donc coupée en deux et s'incarnerait dans deux corps différents. Et en fait, les flammes jumelles, c'est la réunion de ces deux âmes qui se retrouvent. Donc en gros, le parcours, c'est une rencontre qui est fulgurante, une fusion qui est intense, une séparation, voire plusieurs séparations douloureuses généralement, un travail sur soi et parfois, très rarement, une réunion finale. En tout cas, moi, c'est dans ce que j'ai observé de toutes les personnes que j'ai pu voir qui étaient dans ce schéma, en tout cas de croyance de flammes jumelles. Il y avait une attente. L'un des deux attendait patiemment et peut-être parfois mettait sa vie de côté en attendant que l'autre soit prêt. Par exemple, c'est continuer à envoyer des messages pour rester dans le radar de l'autre, pour montrer qu'on existe encore alors que ça fait 6 mois que la personne n'a pas répondu. Ou c'est refuser une opportunité en se disant mais au cas où si la personne a envie de me voir à ce moment-là, etc. Ça peut aller dans des extrêmes assez intenses où finalement on apprend à se couper de soi pour pouvoir se reconnecter à l'autre. Donc c'est assez marrant parce que, enfin marrant, façon de parler, parce que du coup on est dans ce schéma de deux âmes qui sont séparées dans deux, enfin une âme qui est scindée pour être dans deux corps différents, et finalement à l'intérieur de ce même corps, on est en train de se scinder et de se couper de soi pour pouvoir finalement essayer de se raccrocher à l'autre. Donc c'est assez intéressant à voir, de voir jusqu'où en tout cas le mécanisme peut aller au détriment de soi et au détriment de la reconnexion à soi. Donc juste, je fais un petit disclaimer. Vous n'êtes pas obligé de croire en ce que je suis en train de vous partager. Moi, c'est ma croyance. Je respecte totalement les personnes qui vivent sous ce regard des flammes jumelles comme étant une réalité. Moi, c'est pas ma réalité. Je le vois plus d'un point de vue du système nerveux autonome. Donc, c'est surtout ça que je vous partage pour que vous puissiez avoir un autre regard. Et après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. En tout cas, ici, moi, ce que je vois quand le système nerveux s'enflamme, avec ce système de flammes jumelles, en tout cas avec ce mythe de flammes jumelles, c'est ce qui se passe dans le corps, c'est on peut voir que le corps s'allume, s'anime, s'enflamme, etc. Donc la flamme, le cœur qui bat vite, les mains moites, on peut avoir l'impression qu'on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche. En fait, il y a vraiment ce truc de je n'ai besoin de plus rien que de l'amour de l'autre parce que l'autre me suffit, parce que son amour me suffit, parce que tous mes besoins passent à la trappe, je n'ai plus de besoins vitaux, je n'ai plus de besoins du monde extérieur, je n'ai plus de besoin de moi-même à moi-même. Et en fait, très clairement, physiologiquement, ce qui se passe, c'est que c'est un shoot quand on est dans cette rencontre, dans ces deux traumas qui s'aimantent. On a un shoot d'adrénaline, donc on a le trio adrénaline, dopamine, ocytocine. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'amour quand il y a ce shoot qui intervient. Ça peut être simplement un système nerveux qui reconnaît une dynamique connue. Et donc, un mélange d'excitation et d'angoisse qui peut, que tu as peut-être ressenti en étant enfant lorsque tu arrivais avec ton dessin toute fière,
toute fière devant ton parent et en lui disant regarde, j'ai fait mon petit dessin, regarde comme il est beau. Et donc dans cette excitation voilà, c'est comme une offrande, hein, comme un chat qui va chasser une souris et qui te ramène la souris. C'est pareil, l'enfant qui arrive avec son dessin, sa petite souris à lui, c'est son offrande. Et quand on a eu, en étant enfant, une réaction face à soi qui était de j'ai pas le temps, plus tard, ou à pas vraiment regarder, ou à être un peu distant, ou à être un peu, voilà, le parent qui est pas trop concerné parce que l'enfant est en train de lui montrer, eh bien il y a ce truc de mais comment mon parent va réagir face à ce que je lui apporte, qui pour moi est la représentation de mon amour à ce moment-là, et quel amour je reçois en retour. Donc c'est pas du tout pour culpabiliser les parents, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour essayer de comprendre si toi, enfant, tu as été dans ce schéma où tes besoins d'affection, de partage, de tendresse, etc., n'ont pas forcément été nourris au moment où tu en avais besoin. Peut-être que, voilà, il y a ce schéma qui se répète, mais il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que ça. Évidemment, c'est bien plus complexe, l'humain est bien plus complexe que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à reconnaître quand le système nerveux s'active pour pouvoir apprendre à se réguler et de voir justement, plutôt que de voir le signe de l'autre et la personne de ma vie et c'est ma flamme jumelle, etc., de se dire ok, qu'est-ce qui est en train de s'activer à l'intérieur de moi et comment je peux apprendre à me sécuriser et à être profondément en lien avec moi. C'est déjà un premier truc avant de mettre des signes dans des choses qui peuvent être finalement insécurisante pour le système nerveux autonome qui est en train d'envoyer des messages qui sont très clairs. Donc c'est d'apprendre à reconnaître les messages du corps. Dans beaucoup d'histoires de flammes jumelles, on retrouve ce schéma hyper classique, à savoir une personne qui a besoin de parler, qui a besoin d'être rassurée, qui envoie 3 messages d'affilée quand l'autre met trop de temps à répondre. Ça, c'est le signe d'une dérégulation, d'une signe d'angoisse, en fait. Et l'autre qui disparaît pour réfléchir ou pour prendre du recul, mais sans donner d'explication, ou parfois en disant juste j'ai besoin de prendre du recul, mais en laissant une espèce de flou et de vide dans la relation. Et en fait, là, c'est très clairement une réactivation de blessure, donc de part et d'autre, hein. Ça ne veut pas dire que celui qui prend 2 semaines pour réfléchir, c'est quelqu'un de mauvais, et que la personne qui a besoin de parler, d'être rassurée, c'est quelqu'un de mauvais aussi. C'est juste des schémas qui se répondent, des blessures qui se réactivent. Et donc, ça repart en cycle. Donc, le rapprochement, la passion, le silence, la distance, et on peut rester comme ça pendant des années. Parfois c'est que des semaines, parfois c'est que des mois, mais parfois ça dure des années. Et pendant ce temps, il y a encore une fois, une espèce de coupure de soi à soi. Et donc là, ici, ce qui est important à mon sens, c'est de retrouver une forme de responsabilisation. Et dans cette responsabilisation, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que cette danse de rapprochement, passion, silence, distance, etc., qui revient en boucle, à ce schéma, ce cycle, qu'est-ce que cette danse me permet de vivre? Est-ce que c'est une ouverture ou est-ce que je m'étends en fait à travers ça? Donc si cette danse m'étend, j'ai le droit d'en sortir. Je suis pas obligée de rester dedans. C'est pas parce que j'ai fait le premier pas ou que j'ai fait la première valse que je dois faire une nuit et une vie endiablée, une vie de danse endiablée qui m'épuiserait plus que m'exciterait au bout d'un moment. Donc les relations flammes jumelles, elles sont hyper magnétiques parce qu'en fait et parfois, on peut être dans ce sentiment de waouh, je sais pas ce qui m'arrive et je comprends pas pourquoi d'un coup il n'y a plus rien d'autre qui existe que ça, etc. Et pourquoi on peut être attiré alors que au fond de soi, et je crois réellement, hein, après peut-être que je me plante, hein, mais je crois réellement que les personnes qui sont dans les relations flammes jumelles savent au fond d'elles qu'il y a un truc qui est pas complètement aligné et qui est pas complètement juste dans la manière d'échanger l'amour. Après, chacun a sa définition de l'amour, évidemment, parce qu'il n'existe pas une seule définition, parce que l'amour est expérientiel et n'est pas, on ne peut pas le théoriser, en tout cas, à mon sens, on ne peut pas théoriser l'amour, mais il y a quand même quelque chose qui nous permet de sentir au plus profond de nous, est-ce que cet amour est juste pour moi? Est-ce que je me sens bien? Et c'est juste en se posant cette question, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je me sens comprise? Est-ce que je sens que j'ai la place pour exprimer mes besoins? Est-ce que je sens que j'ai la place pour exprimer mes limites? Est-ce que je sens que j'ai de la place pour être qui je suis
sans avoir besoin de m'adapter, de me suradapter ou d'être en hyper-vigilance par rapport aux réactions de l'autre ou en surattente par rapport aux signaux de l'autre. Donc, le magnétisme, il vient d'une reconnaissance, et ça, c'est le système nerveux qui reconnaît quelque chose qui a déjà été vécu. Et donc là, on revient dans le connu versus l'inconnu. Donc là, si petite, tu devais, par exemple, deviner l'humeur de ta mère avant de lui parler ou attendre que ton père soit disponible pour toi, en fait, ton système nerveux a appris à aimer en tension, donc en attente, en hypervigilance, en ok, qu'est-ce que je dois faire, et donc non plus en spontanéité et en juste élan de vie, quelque chose plutôt qui est contraignant, qui est restrictif, etc. Donc reconnaître ça, ça veut pas dire, parce que ça j'entends beaucoup ça, je suis foutu tant que j'ai pas tout guéri, loin de là, on n'en est pas là, c'est au contraire comprendre, ok, mon corps me pousse vers le familier, ou en tout cas, est-ce qu'il me pousse vers le familier ou il me fait comprendre que là, on rentre dans un espace qui est familier. Donc, est-ce que cet espace qui est familier est bon pour moi, oui ou non? Et là, ça permet d'avoir déjà une clé pour faire des choix qui sont différents. Et la responsabilisation, elle est là. Elle n'est pas de se dire, je dois être parfaite, je dois avoir tout guéri, je dois être, je sais pas quoi, je dois être, bon bref, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment, je reconnais les signaux, je reconnais les messages pour pouvoir en faire quelque chose qui est de l'ordre de ma propre souveraineté. Donc, là, en gros, on s'accroche pourquoi donc là, je viens de le dire, mais parce que, en fait, c'est familier. Et souvent, on peut se dire, c'est intense, donc c'est spécial. Oui, c'est spécial. Mais est-ce que c'est pas aussi, et je viendrai dessus juste après, est-ce que c'est pas aussi des conditionnements comme dans les films où il y a un truc, toujours le truc dramatique et qui est, c'est le Titanic, quoi. L'amour impossible, le truc finalement qui est karmique et machin, et finalement on sera jamais ensemble et c'est l'amour qui dure, qui perdure au-delà. Et oui, c'est magnifique de se dire ok, l'amour perdure, mais c'est aussi de se dire est-ce que réellement cette intensité c'est celle que j'ai envie de vivre dans moi, mon quotidien qui n'est pas un film d'Hollywood. Pourquoi on s'accroche en deuxième point dans ce que j'observais, c'est que ça valide nos croyances. Ça valide la croyance de je ne suis pas assez bien parfois, ou je ne suis pas suffisante, ou je ne suis pas aimable pour ce que je suis, etc. etc. Donc on rentre dans ce truc de je dois, je sais pas, ça peut être par exemple, je dois tout simplement, hein, pas forcément un truc de travail sur soi, du shadow work, etc. Mais ça peut être, je dois maigrir à tout prix pour qu'il me voie et qu'il me regarde et qu'il soit à fond sur moi de nouveau, ou je dois changer tout ça dans ma vie pour qu'il puisse s'intéresser de nouveau à moi, etc. Bon, ça valide des croyances, en gros. Le troisième point, c'est que c'est addictif. En fait, on est vraiment dans ce shoot d'endorphine où quand on reçoit un message de la personne, d'un coup on a le sourire béat, d'un coup la vie s'illumine, il y a un truc de tout redevient possible, c'est génial, c'est magique, etc. Mais en fait, c'est comme un shot de drogue, enfin, c'est la même chose, il y a juste un truc, mais ce n'est pas la réalité. Ça peut être juste une illusion du lien. Donc c'est aussi de pouvoir se rendre compte qu'est-ce qui est réel dans le lien qu'on vit ensemble, qu'on partage, voilà, qu'est-ce qui est réel. Et le quatrième point que j'ai pu noter sur le pourquoi on s'accroche, c'est que ça retarde le deuil. Et parfois, quand on a mis énormément d'énergie dans une histoire, c'est hyper dur de regarder la réalité en face et de se dire, en fait, cette histoire me fait pas du bien et je décide de renoncer à cette histoire parce que c'est une forme de renoncement. Ça veut dire que l'investissement qui a été porté, qui a été mis, quels sont les fruits de quel est mon retour sur investissement? Et parfois, il n'y a rien. C'est juste, il n'y a rien. Si on apprend toujours, ça nous apprend à nous relever, ça nous apprend la résilience, ça nous apprend à ne plus faire les mêmes erreurs, ça nous apprend à faire des choix conscients, ça nous apprend plein de choses. Mais sur le coup, on voit juste la perte. En fait, on ne voit pas le gain. On est plus dans la douleur, dans la souffrance de waouh, je vais perdre ça et je vais perdre les miettes d'amour qu'on me donne ou l'illusion d'une histoire
d'une histoire qui pourrait aller vers quelque chose d'encore plus puissant, etc. Mais là, on peut... Et je dis pas que c'est facile, je suis pas en train de dire que c'est facile et que ça se fait en un coup de baguette magique, mais le cadeau dans tout ça, c'est de pouvoir avoir accès à, à, à cette réalité de comment fonctionne mon propre mécanisme et est-ce que je décide de continuer à l'alimenter ou pas. Et c'est ça, en fait, le point. Donc, de ça, je me suis quand même posé la question, ce que je vous disais juste avant, mais je me suis quand même posé la question de mais ça vient d'où en fait ce conditionnement, pourquoi est-ce que il y a ce truc dans l'inconscient collectif de on doit vivre une histoire qui est digne de films hollywoodiens en fait. Et en fait on a grandi avec des histoires où l'amour est une épreuve. Donc on a les histoires de tous les Disney, hein. Il y a beaucoup, enfin les anciens Disney, les Disney de ma génération, où c'était la jeune fille ou la jeune femme qui était en danger et le preux chevalier qui arrivait sur son cheval blanc et qui venait sauver la femme en détresse. Donc là, il y a quelque chose aussi autour du choix. Là, je me laisse, en tant que femme, je me laisse choisir par celui qui me sauve et je suis choisie. Et donc, j'ai de la valeur parce que je suis choisie. Mais bref, je digresse un peu parce que c'est un autre sujet, le terme d'être choisi et de choisir. Bref, c'est un autre sujet. Mais on a aussi dans toutes les séries à l'américaine, beaucoup à l'américaine quand même, hein. Il y a des trucs, en tout cas moi c'est ce qui a conditionné mon regard pendant des années sur les couples de séries, genre Beverly Hills, Melrose Place, tous les trucs comme ça, toutes ces séries, on était autour de couples où c'est le coup de foudre et puis c'était Brenda et Dylan. Et puis après Dylan et Kelly, et enfin voilà, je pense que ça vous parle si on est de la même génération. Ces couples qui se déchirent, qui se détestent, et puis qui s'aiment, et puis en fait qui se détestent, et qui va avec l'autre, et machin, et ceci et cela. Et oui, l'amour est compliqué, c'est compliqué, alors que je ne crois pas que l'amour doit être si compliqué, même s'il y a des challenges dans le couple. Et justement, parce qu'il y a des challenges dans le couple, je ne crois pas qu'il y ait besoin de complexifier encore plus les choses, parce qu'on est déjà face à voilà, on a déjà face à des bugs mutuels et voilà, des miroirs qui se font face. Donc, on peut aller dans des histoires qui sont simples, où déjà c'est facile. Donc là, ça casse le mythe de la flamme jumelle. Parce que d'un coup, il n'y a plus de mission, il n'y a plus un truc à sauver, un truc à réparer, un truc de je ne sais quoi. Il y a juste une histoire à vivre et à la laisser être et à voir ce qui arrive, à voir ce qui vient, à la vivre telle qu'elle est, à ajuster, à se communiquer, à se comprendre, à apprendre, à se connaître, etc. etc. Donc, on n'est pas obligé d'être dans des épreuves sacrificielles, ce que demandent beaucoup les histoires de flammes jumelles. Donc là, on peut vraiment aller vers une réécriture de son scénario amoureux et se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme histoire amoureuse et quelle direction j'ai envie de donner à ma sérénité amoureuse en fait. Enfin, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais c'est quand même sympa quand on est serein et quand c'est facile et quand on se sent en sécurité dans une histoire d'amour. Juste en point, parce que en fait on parle souvent des bénéfices secondaires, mais là je vais parler des conséquences du coup de l'attente et des flammes jumelles, c'est que ça épuise le système nerveux. En fait ça crée un sommeil qui est perturbé, une tension qui est permanente, où on est tout le temps en attente d'un petit message, il y a ce truc où on se réveille le matin, dire que la première pensée c'est est-ce que l'autre m'a envoyé un message, et en fait, ça rend fou. Enfin, ça rend fou au niveau du système nerveux, ça épuise, donc ça irrite, ça dérégule, donc ça a des impacts évidemment sur la santé, en fait, sur la santé mentale, mais sur la santé physique aussi. Donc bon, parce que ça touche effectivement le sommeil, mais ça touche les nerfs en fait. Une des conséquences, c'est que la vie, elle peut être mise en pause, donc on peut refuser ce que je disais tout à l'heure, mais on peut refuser donc, des opportunités qui pourraient t'épanouir, ou qui pourraient nous épanouir. Donc vraiment dans quelque chose qui permettrait d'aller peut-être vers sa mission d'âme et pas la mission de sauver le monde entier ou de sauver la personne de sa flamme jumelle. Là, on pourrait être sur je vis ma vie et je fais en sorte de mettre cette énergie, toute cette énergie, je la mets en moi pour pouvoir justement bien vivre et me sentir que je vis pleinement ma vie et pas que je meurs dans ma vie en fait.
je meurs dans ma propre vie, enfin, alors que je suis pas morte. Une des conséquences, c'est aussi une codépendance qui est renforcée, donc où le bien-être dépend de l'autre et non plus de soi. Donc où tout est conditionné par rapport à est-ce que j'ai reçu un message, est-ce que l'autre me parle, est-ce que l'autre ne me parle pas. Donc il y a un truc encore une fois, de vie mise en pause, de je respire plus tant que l'autre me donne pas l'autorisation de respirer. Il y a un attachement addictif. Ça en revient sur ce shoot, ce petit shoot de drogue, avec parfois une miette qui est donnée et puis après un énorme vide. Et du coup, on reste dans cette addiction. Et il y a surtout une des conséquences, c'est que l'estime de soi, elle s'érode. Et en fait, il y a une forme d'habitude qui se crée à s'oublier soi et à presque disparaître et à ne plus exister à l'intérieur de soi. Donc c'est encore ça, cette petite mort qui devient finalement presque une grande mort. Et on devient presque un robot en survie, en attente d'un geste de l'autre. Donc on n'est plus dans la vie. Donc quand on n'est plus dans la vie, on perd confiance en soi, on perd confiance en sa capacité de jugement dans le sens de lucidité et discernement, et on perd sa capacité à faire des choix qui sont justes pour soi, quoi. Donc voilà, et puis du coup, dans ça, c'est aussi une perte au niveau de l'investissement sur soi, et donc ça touche à la confiance en soi. Ce qu'on gagne à sortir de ces schémas, en fait, même si, encore une fois, c'est pas en un claquement de doigts, mais ce qu'on gagne à sortir, c'est qu'on retrouve de l'énergie parce qu'on peut enfin dormir. On peut retrouver de la concentration où le mental n'est pas tout le temps focus sur l'extérieur, sur l'autre. Là, on peut se concentrer, ok, qu'est-ce que je dois faire, comment je construis ma vie, en fait. On peut mettre son énergie au bon endroit, donc on redirige l'énergie au bon endroit, et l'énergie remise au bon endroit, ça veut dire qu'elle se replace au niveau de projet, au niveau peut-être de voyage, au niveau de passion. On se redécouvre dans le lien à soi, en fait. Et ça va être des nouvelles rencontres, des nouvelles façons d'être au monde, des nouvelles, peut-être des nouveaux goûts. Enfin voilà, c'est une manière de profiter pleinement de la vie. En fait, c'est de réavoir accès à finalement sa vie et à pouvoir en profiter. On gagne aussi à sortir de ce type de relation en autonomie émotionnelle, parce qu'on se rend compte que plaisir et joie sont possibles sans l'autre, et qu'on peut avoir des amis, qu'on peut passer du bon temps en dehors de la relation, et que ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autre ou que l'autre nous oublie, enfin, et vice-versa. Mais c'est d'apprendre cette forme d'autonomie émotionnelle qui nous permet de pouvoir être libre. On n'est plus attaché, on n'est plus enchaîné à un lien qui est illusoire, à mon sens. Ce lien de flamme jumelle empêche finalement d'être libre complètement. Libre d'être soi et libre d'être tout court, et libre de vivre. On gagne à en sortir parce que ça renforce la valeur de soi, parce que dans le sens où on se sent digne d'amour et digne d'un amour qui a envie d'être avec soi, qui n'a pas envie de nous faire mal, qui n'a pas envie d'être dans un lien qui est juste je prends quand j'ai envie. Là, c'est ok, je m'engage. Donc là, il y a une forme d'engagement, mais parce que cet engagement, il se fait déjà envers soi. Je m'engage à être avec moi, je m'engage à prendre soin de moi, je m'engage à aller dans des relations qui me permettent de me sentir nourrie et pas qui me drainent et qui me tirent et qui m'épuisent et qui m'étouffent d'une certaine manière. Donc on s'ouvre aussi à un amour sain qui est fait d'amour, de réciprocité, de sécurité. Et surtout, ce qu'on gagne à en sortir, c'est que, encore une fois, on s'unit avec soi. Et là, peut-être que cette âme scindée en deux, finalement, en fait, l'âme, elle est déjà complète. Elle n'est pas scindée, mais elle demande juste à être vue dans son entièreté, à être vue dans sa complétude. C'est peut-être ça aussi, le truc. C'est que l'autre, en face de nous permet de voir qu'il y a des espaces vides qui ne sont pas habités. On n'habite pas pleinement son chez-soi, son corps, son être, sa vie. Et donc l'autre nous montre peut-être juste ça. Comment je fais en sorte d'habiter ma vie, comment je fais en sorte de m'unir à moi-même et d'être de nouveau avec moi-même. Donc, en conclusion, c'est un truc que j'ai dit à un pote quand j'ai dit que je préparais ce post. Je disais, ouais, en fait, le truc avec les flammes jumelles, c'est que
on peut vite se cramer. Et quand on est enfant, on nous apprend à ne pas trop nous rapprocher du feu, parce qu'on sait que les flammes, ça brûle quand on se rapproche trop fort. Donc là, c'est aussi ça, c'est d'apprendre à avoir la juste distance. Comment cette relation me permet de me réchauffer, comment une relation me permet de me réchauffer et non plus de me brûler. Et donc c'est là où on change, on va vers un shift finalement qui nous permet de vivre un amour profond. Et cet amour profond, c'est déjà le construire avec soi-même et d'inviter l'autre à nous rejoindre dans cet amour, parce que l'autre aussi aura construit un amour profond avec lui-même ou elle-même, et ça permet une réunion et un empuissancement d'amour, et non plus un truc où on essaye de prendre l'amour de l'autre, etc., parce qu'on en manque. Donc là, c'est déjà de s'ouvrir à l'abondance d'amour de soi à soi, et puis après, de partager le surplus. Et c'est ça qui est cool. Voilà, en gros, donc... Ouais, non, pour conclure, c'est vraiment ça. J'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous faire passer. Il n'y a pas besoin d'être parfait ou parfaite, s'il y a des hommes qui écoutent, d'être parfaite pour être aimée. Mais c'est juste de se demander comment je me sens dans cette relation, et est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que j'ai envie aussi que l'autre se sente en sécurité? Et du coup, comment on fait corps ensemble sans se perdre et sans se dissoudre dans le lien à l'autre? Voilà mon petit point sur les flammes jumelles, comme je vous l'avais promis. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair sur au moins un autre regard, une autre vision plus portée sur le système nerveux autonome. Je vous souhaite évidemment de belles rencontres avec vous-même, un amour sans faille et infini avec vous-même, et que cet amour vous porte vers une envie d'encore plus d'amour et d'encore plus de partage, mais dans quelque chose de sain, de réciproque et d'aimant. Des bisous!